bonsoir à la communauté de Coups Critiques. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez un tout nouveau montée de niveau et j'ai la chance pour cette fois-ci, pour mon 50e montée de niveau, d'être accompagné d'un auteur, designer que je suis depuis plusieurs années, avec qui j'ai la chance d'échanger à l'écrit depuis un certain temps. Et là, pour la première fois, on se parle de vive voix, c'est-à-dire Monsieur Alexandre Kobayashi. Bonjour Alexandre, ça va bien? Salut Pépé, ça fait super plaisir d'être là. Ben écoute, c'est pareillement. Pareillement, je suis vraiment content, heureux de pouvoir échanger avec toi de vive voix, de pouvoir te poser des questions que j'ai en tête depuis un certain temps. Et avant de peut-être se lancer ainsi dans les questions, je vais peut-être faire un petit récapitulatif pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est le fameux montée de niveau. Eh bien, montée de niveau, c'est une entrevue avec un invité du monde ludique francophone, que ce soit de outre-Atlantique comme présentement ou au Québec. Et en fait, c'est des questions que je pige au hasard qui sont lancées à mon invité et des questions qui sont orientées spécifiques à l'invité, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus génériques, qui pourraient être posées à n'importe qui. Et on y va vraiment à la bonne franquette selon notre bon plaisir et les sous-questions qui peuvent être engendrées par les questions qui sont pigées. Mais avant de vraiment de sauter ainsi dans l'aléatoire de ces questions, peut-être Alexandre de faire peut-être un petite présentation pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, là, on ne sait-on jamais. Oh, qui doivent être assez nombreux, je pense. Mais alors, Alexandre Kobayashi, j'ai commencé à écrire des jeux en 2008. Oui, quand même, ouais, c'est ça. Mon tout premier jeu est sorti en 2008. Mais bon, je travaillais à côté, j'avais des boulots alimentaires et maintenant, depuis quelques années, je fais ça à plein temps maintenant. Et donc, du coup, j'ai une petite production à force qui est sorti, voilà, qui suit un peu son bonhomme de chemin en dehors des circuits habituels, on va dire. Voilà, OK. généralement, voilà, auteur indépendant, Ben, comme on dit. Ben écoute, c'est très bien dit, puis effectivement, on va revenir sur ces moultes productions parce que je t'avoue que j'ai fait mes petites recherches avant de l'entrevue, fait que j'ai sorti certaines choses des boulamites, comme on dit par ici. Donc, je vais peut-être pouvoir te poser quelques questions, mais est-ce que tu es prêt, Alexandre, à ce qu'on se lance ainsi? Je suis chaud comme la braise. Parfait. Ben écoute, moi aussi. Moi aussi, je suis chaud comme un braise. Ainsi, on y va avec une première question pigée au hasard et on y va. Ici, avant, j'avais des petits papiers que je pigeais maintenant, mais là, pour conscientisation environnementale, j'y vais de façon numérique. Euh, OK. Question vraiment spécifique pour toi, Alexandre. En fait, euh, quel projet, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, tu en as sorti vraiment quand même plusieurs. Là, on en est à une bonne quantité, autant dans la francophonie que dans le monde anglophone. Et je serais curieux de savoir lequel, de tous ceux que tu as pu publier, tu as trouvé le plus difficile à mener à terme, qui a été vraiment le plus beau challenge à compléter. Alors c'était, c'est un de ceux que j'ai sorti récemment, qui était Assassin, Demons and Dying Gods, qui est un jeu qui est Oui. sorti en anglais seulement. Et alors la naissance du jeu a été un grand moment de n'importe quoi sur plusieurs mois. Ça montre bien que parfois le cheminement créatif suit parfois des trajectoires un peu étranges. Parce Mhm. qu'au début, je voulais sortir un jeu, enfin surtout, je voulais écrire un jeu inspiré par La Guerre des Mondes de H.G. Wells. OK. Donc, tu vois, rien à voir. Non, Et c'est ça, pas donc, du tout. voilà, donc tu vois, je passe un mois là-dessus, écrire des choses, et puis au bout d'un mois, je regarde mon manuscrit et je fais, mais c'est vraiment pas bon en fait. Et puis surtout, ça n'a aucun intérêt. Donc là, tu dis, bon, très bien, alors j'essaie de trouver un autre angle d'attaque et je continue et toujours, tu vois, je passe mon temps à me cogner la tête contre un mur. Je n'y arrive pas, quoi. Et donc, à OK. un moment, je me dis, je vais m'asseoir, je vais faire autre chose. Et puis une journée, je me dis, je vais me faire un jeu vidéo, je vais me faire un jeu vidéo complètement stupide pour me libérer l'esprit. À l'époque, je crois, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Postal. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, Euh, oui, mon Dieu, oui, voilà, Seigneur, oui. voilà le tout premier, qui à OK. l'époque se prenait pas vraiment très au sérieux. Et en jouant à ce jeu, je me dis, finalement, c'est vrai que très souvent, dans les parties de jeux de rôle, on dit aux joueurs que ce sont des héros, mais si finalement, on leur mentait, en fait. Mhm.
Et petit à petit, l'idée, voilà, est venue dans ma tête et je me dis, bah peut-être que. Et après, je me dis, bon, si je situe ça à l'époque actuelle, à l'époque contemporaine, tu vois, ça risque peut-être d'être un peu de mauvais goût. Enfin, j'étais pas à l'aise avec ça. Tu vois, j'avais Mhm. pas envie non plus d'avoir des joueurs qui tout d'un coup se mettent à tuer des gens dans des supermarchés. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu trop proche de l'actualité. Et du coup, après, je me suis dit, mais peut-être que je pourrais situer ça, voilà, plutôt au début du XXe siècle. Puis, en regardant ma bibliothèque, je tombe sur un guide de Leningrad et un livre sur la révolution d'octobre en 1917. Et là, Mhm. c'est ces moments où toutes les idées que tu avais un peu dans tous les sens s'agrègent. Et là, par contre, ça se déroule tout seul, en fait. OK. Mais le seul truc, pour que ça se déroule tout seul, j'ai passé à peu près 2 mois à me cogner la tête contre un mur, c'était ridicule. Donc ça a vraiment été le projet. Généralement, ça se passe assez facilement, mais alors celui-là, c'était enfin, le manuel de tout ce qu'il ne faut pas faire pour écrire un jeu de rôle, en fait. C'était pas mal. OK. Voilà, c'était Parfait. bien. Voilà. Est-ce que tu as gardé, parce que tu vas aller voir, j'ai souvent des sous-questions à mes questions parce que tu dis beaucoup de choses et il y a des choses qui m'intéressent dans l'eau. Est-ce que tu as gardé on va dire, de côté ton projet quand même inspiré par la guerre des mondes? Est-ce que tu penses que peut-être ressortir un jour ça d'une boîte ou c'est vraiment, on laisse ça de côté puis on y retouche plus jamais? Alors, dans mes fichiers, dans mon fichier jeu de rôle, dans mon fichier création jeu de rôle, j'ai un sous-dossier qui s'appelle Grenier, dans lequel je balance tout. Tout ce OK. que je mène pas jusqu'au bout, je balance tout dedans. Et alors, 9 fois sur 10, je retourne dedans et je me dis, ah, mais ça, c'était vraiment nul et j'ai bien fait de pas le faire. Mais une fois sur 10, je me dis, ah, finalement, là, il y avait peut-être des choses à récupérer dedans. Et parfois, Hmm. ça se fait à des années d'écart, en fait. Parfois, ça peut être juste une idée de, même si c'est pas l'idée d'un jeu, ça peut être une idée de règle. Mhm. Parfois, ça peut être une thématique aussi que j'avais complètement oublié. Ah, mais ça, finalement, c'est pas mal. Et donc, petit à petit, il y a des choses qui finissent toujours par ressortir de là-dedans. Oui, c'est pas perdu. Mais après, je Oui. sais pas si euh, si on va dire, il y a deux écoles en matière de création. Pour Mhm. faire court, en fait, il y a cette idée selon laquelle dès que tu as une idée, tu la notes. Tu sais, tu as une espèce de petit carnet, tu la notes, tu gardes ça, et tu te le dis, j'y reviendrai plus tard. Il y a une autre école, je crois que c'est Stephen King qui disait ça. Il dit une idée, si elle est bonne, vous n'avez pas besoin de la noter parce elle restera quelque part dans votre tête. Ouais. Elle finira par ressortir. Et le problème, c'est que si vous gardez tout dans un carnet de notes, même les mauvaises idées vont rester en fait. Il dit le temps, c'est le meilleur filtre pour les idées. Alors, je suis toujours un peu entre les deux, Mhm. mais je trouve les deux approches intéressantes en fait. Mhm. Écoute, je te comprends. J'ai moi-même aussi mon espèce de dossier de projet non complété, mais également aussi, je suis dans l'idée de devoir garder des idées en tête et de me dire si l'idée reste dans ma tête, c'est parce qu'elle a un sens, elle perdure dans le temps. Donc, je peux comprendre, je peux comprendre. OK, cool. Est-ce que tu as des produits, puis peut-être une dernière petite sous-question par rapport à ça, parce que là, je suis vraiment très curieux par ton dossier grenier, là. Mais est-ce que tu as des jeux complets qui ont resté dans ton dossier grenier pendant un certain temps et que tu as fini par ressortir et qui sont publiés aujourd'hui? Alors, c'était pas vraiment des jeux complets. C'est-à-dire, c'était éventuellement une idée ou un système parfois. Et un peu ce que je t'avais dit tout à l'heure, où Mhm. tu as des idées un peu éparses partout, qui sont pas forcément reliées entre elles, et tout d'un coup, tu as une idée de projet qui te vient en tête, et là, tout s'assemble quasiment automatiquement. Mais en fait, c'est où tu réalises que, ah oui, mais ça, en fait, j'y avais pensé avant, ça vient de là, ça, c'est un truc que j'ai vu à tel moment, ça, c'est tel livre que j'ai lu. Et tout s'assemble au moment où tu commences à travailler sur le projet. Mais effectivement, rien n'est jamais perdu, en fait, quelque part. Il y a toujours quelque chose que tu viens piocher dans ces vieilles idées, en fait. Mais par contre, un projet vraiment complètement bouclé, que j'aurais laissé au grenier et que j'aurais récupéré après, non. C'est des petits bouts, c'est des choses éparses, en fait. OK. Mais écoute, je comprends la réflexion derrière, je comprends très bien l'objectif aussi. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. On se Avec plaisir. lance. Euh, OK, oui, encore une question spécifique à toi. J'ai beaucoup de questions spécifiques à toi dans cette entrevue parce que j'ai quand même pris le temps justement d'écrire. J'avais beaucoup de choses à demander si jamais je tombais sur la bonne question. Euh, comme je t'ai dit, j'ai fait mes recherches. Je sais que le premier jeu de rôle que tu as joué était D&D La Boîte Rouge, mais le premier jeu que tu as possédé, c'était L'Œil Noir.
Oui. Et je serais curieux d'un peu savoir, ça a été quoi un peu ta découverte par rapport à l'œil noir? Comment est-ce que tu es tombé sur le jeu par rapport à la Donjon Dragon, la boîte rouge? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait, ça va être lui que je vais posséder en premier avant D&D boîte rouge? Alors tout ça se passe à une époque fort lointaine qui date d'avant l'Internet. Hmm. Donc oui, voilà, donc il y a ça déjà à prendre en compte. Et en plus, j'étais pas vieux, tu vois, ma première partie, donc avec la boîte rouge, j'avais 11 ans. Et donc moi, tu vois, j'avais jamais entendu parler des jeux de rôle, quoi que ce soit. Et donc, bah, je sors de cette partie, bon, qui était catastrophique, mais ça, c'est un autre problème. Mais je me dis, ah, le jeu de rôle, ça a l'air super, mais du coup, tu vois, j'ai aucune information vers laquelle me retourner. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait des boutiques qui vendaient des jeux de rôle à Paris, je savais pas du tout. Et du coup, je vais, je crois, en kiosque à l'époque. Je me dis, bah, peut-être qu'il y a des magazines qui parlent de ça. Et la synchronicité a fait qu'à l'époque, on avait un magazine en France très connu pendant très longtemps qui était Cassius Belli. Oui. Et je crois bien que c'était leur premier ou leur deuxième numéro qui était vendu dans les kiosques à l'époque. Et un des articles qui était dedans, quand vous débutez en jeu de rôle, est-ce que vous prenez la boîte rouge de D&D ou est-ce que vous prenez l'œil noir? Ah, ok. Ok, Donc, c'est ça. tu vois. Et en fait, tout bêtement aussi, l'œil noir, c'était à l'époque en France, c'était extrêmement facile à trouver. Toutes les librairies en vendaient parce que c'était édité par, c'était Gallimard, oui, je crois si je dis pas de bêtises. Donc tu le trouvais en grande surface, tu le trouvais partout. Il était pas très cher en plus à l'époque. Et du coup, je suis tombé dedans. Et c'est vrai que par rapport à la première partie que j'avais fait de Donjons et Dragons, l'œil noir, franchement, c'était très très simple à comprendre. Tu vois, quand t'as 11 ans, c'est super. T'as une petite partie façon livre dont vous êtes le héros, c'était beaucoup plus simple à comprendre et à jouer en fait. Et donc voilà, je suis un peu tombé dans l'œil noir comme ça à cette époque-là. Ok. Est-ce que tu t'étais intéressé aux éditions plus récentes du jeu également? Oui, parce que j'y suis allé voir plus un tout petit peu, bah, pour voir un peu ce que le jeu était devenu, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même en gros entre la première édition, quasiment la cinquième édition en Mhm. français, on n'a rien eu. Donc ouais, j'étais un tout petit peu étonné, je te le cache pas, de voir la... Enfin voilà, c'est plus du tout un jeu simple pour Non, c'est l'initiation. ça. Oh, oui. C'est pas du tout, ils sont partis sur autre chose. Alors moi, c'est plus le genre de jeu qui me parle, mais par contre, je comprends tout à fait qu'on puisse s'y retrouver. C'est-à-dire que si on a toujours baigné dans cet univers, le fait que bah, petit à petit, ça se soit accumulé des couches et des couches et des couches pour créer quelque chose d'assez complexe, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que, bon, enfin, si j'avais dû commencer avec l'œil noir 5e édition quand j'avais 11 ans, je pense que je serais décédé, tu vois, à l'heure actuelle. Voilà. Oui, c'est vrai que c'en est plus du tout même. C'est plus du tout la même chose, donc effectivement. Non, Ok, du tout. parfait. Donc, on y va avec une prochaine question. Euh, Ok, oui. Hey, j'espérais la piger celle-là. T'as sorti un jeu, en fait, tu vas sortir prochainement un jeu sur des golems. T'as sorti un jeu sur des renins. T'as Black Sword Hack. T'as Stricia, qui est un jeu de cap et d'épée. T'as Fléau. J'en passe beaucoup. Et c'est beaucoup de jeux qui ont des thèmes très différents les uns des autres et qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Et je serais curieux de savoir un peu comment tu t'inspires pour les thèmes. C'est un peu le processus de réflexion sur un thème qui vient te chercher, qui te dit, OK, oui, cette fois-ci, je fais un jeu sur des golems. Alors que cette fois-ci, j'ai fait un jeu sur justement de la chasse aux démons dans une espèce de Stalingrad un peu uchronique. Alors, déjà, une des premières choses que je fais, c'est que généralement, quand j'écris un jeu, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer avec mon groupe d'amis, en fait. Mhm. Ma première motivation, ça va être ça. Et vu qu'on joue ensemble depuis maintenant très longtemps, avec ce groupe-là, je pense que ça doit faire 20 ans maintenant qu'on joue. Donc, il faut que je sorte un peu des sentiers battus, en fait, si je veux que ça les intéresse un tout petit peu. Et... Mais donc, généralement, il faut que ce soit une thématique qui me parle, que moi j'ai envie de maîtriser. Et souvent, ça va être lié. On va dire, il y a peut-être deux périodes dans la manière dont j'écris mes jeux. Tu vois, Fléau, par exemple, j'avais très envie de rejouer à Warhammer avec mon groupe. Ouais.
mais j'avais pas forcément envie du système de Warhammer et j'avais envie d'une autre vision de l'univers en fait. J'aime beaucoup Warhammer, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu moins cartoon. Tu vois ce que je veux dire? C'est très rigolo Warhammer, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu différent. Et du coup, j'ai écrit Fléau pour faire ça. Pareil pour le Black Sword Hack. J'avais beaucoup aimé Stormbringer, Hawkmoon quand j'étais plus jeune. J'avais un peu envie de retrouver cette ambiance-là, mais c'est pareil, les systèmes correspondaient plus à ma manière de maîtriser, correspondaient plus à mes joueurs. Donc j'avais envie de me replonger là-dedans, mais à ma sauce, comme d'habitude. Parce que je suis très égocentrique, comme tous les auteurs, forcément. Donc ça t'as envie de tout, tu vois, de tout faire à ta façon à toi. Et par contre, Assassin, Demons and Daigons, Golem Parade, là, c'est des choses où plutôt que de m'inspirer de ce qui est sorti avant, là, je voulais quelque chose de, entre guillemets, un peu plus nouveau. Je dis pas non plus que c'est d'une originalité folle, mais je voulais aborder les choses de manière différente. Et je sais que Golem Parade, par exemple, c'était parti d'une idée toute simple au début. Je crois qu'au début, alors c'est pareil, cheminement complètement stupide. Au départ, je voulais faire un jeu cyberpunk. Ok. Je me dis, Mon Dieu, ok. et je me dis, bon, tu vois, et bon, là, ça m'a pas pris 2 mois, tu vois, au bout d'une journée devant l'ordinateur, je me dis, non, mais là, pour le coup, il y en a déjà beaucoup, et, enfin, même si ça change rien, mais j'avais pas l'impression que je pouvais apporter quelque chose de plus. Et après, je me suis dit, oui, mais peut-être qu'une thématique, et il y a un jeu vidéo que j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Syndicate. Donc Syndicate, pour ceux qui connaissent pas, tout simplement, on gère une petite équipe de, grosso modo, d'agents secrets, d'assassins qui travaillent pour une corporation, qui sont envoyés lutter contre d'autres corporations. Et je me suis dit, mais et si cette thématique, je la mettais plutôt dans un monde médiéval fantastique? Et du coup, et là c'est pareil, tout s'enchaîne. Je me dis, mais finalement, oui, les univers un peu vanilla fantasy à la Donjons et Dragons, on dit toujours que les magiciens sont très très puissants, ce qui est vrai. Mais du coup, si on poussait la logique jusqu'au bout, donc finalement, si c'est les magiciens qui prenaient le pouvoir, mais du coup, ils auraient besoin d'agents. Alors du coup, ils les fabriqueraient, et du coup, m'est venue l'idée des golems et tout ce genre Ok. de choses. Et après, tout simplement, aussi en écrivant, là par contre, c'est juste au fur et à mesure de l'écriture, la création des personnages. Quand tu crées un golem, bah, tu crées un personnage qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de famille, qui ne connaît pas vraiment l'univers dans lequel il se trouve en fait. Et je me dis, mais c'est exactement la position dans laquelle est un joueur généralement. Surtout quand il joue à un jeu de rôle de medieval fantasy, généralement, voilà, c'est voilà, t'es un orphelin, t'as pas vraiment d'histoire, t'es niveau 1 et évoque la galère. Et je me suis dit, bah là, quelque part, c'est compris, c'est la logique de l'univers elle-même qui veut ça, en fait. Ça permet d'explorer ça aussi. Bon, ça c'était un à côté, mais ça m'a amusé sur le coup. Donc, ça permet de trouver une logique à justement cette prémisse qui est si commune à tellement d'aventuriers qui débutent là. Voilà. Ok. Et après, pour revenir sur une autre de tes remarques aussi, alors il y a des thématiques qui sont différentes, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un fil rouge. C'est que tu vas toujours jouer plus ou moins des bras cassés, ou des laissés pour compte, ou des gens un peu à l'écart du système. Voilà, qui sont un peu obligés de s'en sortir, qui sont un peu obligés de s'en sortir tout seuls en fait. Ça, c'est une thématique qui revient beaucoup aussi, je Mhm. pense, peut-être. Et peut-être une question annexe à ça. Est-ce que tu as. Parce que là, tu as mentionné justement un jeu cyberpunk, puis là, tu t'es rendu compte qu'il y en avait déjà beaucoup sur le marché. Est-ce que tu as des thématiques que tu aimerais aborder prochainement, que tu n'as pas encore justement testé, que tu t'es dit que ça serait intéressant d'explorer ces possibilités-là? Oui, j'avais écrit un article sur mon blog il y a longtemps, mais ça, bah, je suis en train de le terminer. C'est de la science-fiction très inspiré par le mythe Lovecraftien, mais pas directement du mythe Lovecraftien. Et Mhm. surtout, je voulais donc un peu d'horreur, science-fiction, mais sans aliens, sans station abandonnée. En gros, sans tout ce qui s'est fait pratiquement jusqu'à présent, en fait. Je voulais quelque chose d'un peu étrange, quelque chose, on va dire, plus proche de la quatrième dimension, The Twilight Zone, tu vois, Ouais, ouais, ouais. plutôt que Alien, en fait, forcément. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais écrit, tu vois, pour en revenir sur la création, un jeu de rôle que j'avais écrit qui était Extinction. Oui. Voilà, qui était parce qu'en fait, quand je commençais à travailler sur cet autre projet, j'avais toujours des images de Alien, de Blade Runner, Ouais. toutes ces inspirations qui
tout de suite venait, et en fait, qui parasitait beaucoup mon écriture. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais créer un jeu là-dessus, comme ça, je serai Ça va être débarrassé. fait. Ouais, ça va être Ça, fait. On c'est va pouvoir fait. passer à autre chose. Ouais. Et effectivement, c'est ce qui m'a permis, du coup, de pouvoir passer à autre chose sans être parasité par tout ça, en fait. Donc oui, parfois, oui, les cheminements créatifs sont vraiment rigolos. Ouais. Et dans ton cheminement créatif comme ça, lorsque tu as un thème qui te vient en tête ou qui t'inspire, est-ce que t'as le... Est-ce que c'est rapide à ce que tu puisses justement y associer un système de jeu ou une mécanique précise, ou c'est vraiment le temps que ou tu as vraiment déjà de prime abord ton idée de mécanique ou de système de jeu que tu dis ça serait le fun d'explorer ça, mais d'y ajouter quelques petites facettes et de trouver un thème qui colle à cette mécanique-là? Généralement, c'est le thème et l'environnement qui viennent chez moi en premier, et après, je vois quelle thématique peut y coller. Mais c'est vrai que c'est pour ça que très souvent, de plus en plus maintenant, j'utilise des mécaniques éprouvées, tu vois. Into the Odd, The Black Mhm. Hack, des choses très simples, très épurées. Euh, mais bon, uniquement si je vois que ça peut coller avec les thématiques. Parfois, je sais que bah là, typiquement pour l'environnement Lovecraftien, dans le futur, je vais être obligé de partir sur une autre mécanique aussi. Mais la mécanique vient en second, généralement, pour moi. Ok, intéressant. J'essaie de voir ce qui peut coller à la thématique et pas à tout prix de faire rentrer, on Ouais, va dire, ouais, une ouais. thématique dans une mécanique, en fait. Oui. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça demeure Mm, qu'il y a beaucoup de jeux qui vont dans cette avenue-là. On y va avec mm, une prochaine question. mm. Hum, Ok, question plus générique un peu. Ça serait quoi on dirait ta belle dernière découverte, là? Le dernier ouvrage de jeu que tu as découvert qui a été une- un- qui a éclairé un peu tes lectures ludiques ces temps-ci? Ah, moi, je vais pas être très original, parce que c'est Mythic Bastionland de Oh, Chris McDowell. Mais bon, j'étais déjà fan de Into the Odd, forcément. J'ai même acheté son jeu de figurines, alors que je joue pas au jeu de figurines, qui s'appelle Doomed, juste pour voir comment il s'appropriait ces mécaniques-là aussi. Et Mythic Bastionland, oui, bah, c'est comme d'habitude, c'est une bonne petite claque quand même. Et surtout, bah, c'est rigolo parce que ça, c'est autre chose, c'est peut-être plus sur le côté présentation du jeu, d'un jeu en lui-même. J'ai réalisé un truc qui manquait moi dans mes propres jeux aussi. Tu sais, dans la plupart des jeux, tu vas trouver des conseils pour les joueurs, des conseils pour le MJ, pour mener la partie, etc. Mais en fait, il y a souvent une section qui manque, c'est comment tu enseignes le jeu aux joueurs, en fait, en tant que mhm, MJ. Quand tu es MJ, bah, comment concrètement tu vas expliquer les règles aux joueurs, comment tu vas expliquer l'univers aux joueurs. Et ça, il fait ça de façon pas inintéressante dans Mythic Bastionland, et du coup, bah, forcément, ça me donne des idées aussi pour les futurs projets, quoi. Comment mhm. est-ce qu'on peut aussi, parce que je crois que c'est un truc qu'on a souvent, enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup oublié, que je vois très rarement dans les jeux, en fait. Ok. C'est-à-dire Ben oui, vraiment cette idée de comment enseigner son jeu à ses ouais. joueurs. Mm, Ouais, parce qu'il y a tout le temps on dirait, les règles sont expliquées. Il y a souvent on va dire des astuces et même des sections qui vont aborder sur comment le mm, maître de jeu peut l'animer, mais mm, c'est très rare qu'il y ait une manière d'expliquer sur comment est-ce que le maître de jeu peut l'expliquer aux joueurs en soi concrètement. mm. Mais oui, je te rejoins totalement. Moi aussi, ça a été une belle. En fait, je m'y attendais un peu, mais ça a été un fichu beau produit au final. Quoique je ne l'ai pas encore reçu au Québec, c'est quelque part sur un navire. Ça s'en vient tranquillement. Et, je vais me croiser les doigts que Ah, ça arrive bientôt. tu seras ravi. Oh, j'en suis persuadé, j'en suis persuadé. On y va avec une prochaine question. Euh, Question assez courte, assez simple. Les livres de l'ours. Pourquoi ce nom-là? Oui, alors ça complètement, parce qu'à un moment, il fallait trouver un nom. Et tout simplement, il y a très très longtemps, on a un ami qui nous a fait jouer à un jeu de rôle qui s'appelait Hurlement. Je sais pas si vous... Oui. Ouais, bah voilà. Oh oui. Et donc à l'époque, le maître du jeu donc choisissait. Donc bon, alors pour nos spectateurs qui ne savent pas ce qu'est Hurlement, très rapidement, au Moyen Âge, tous les joueurs appartiennent à une caravane, une troupe de comédiens, je crois, ou cirque, plus ou moins, quelque chose comme ça. Et on est tous amnésiques et tous on a la capacité de se transformer en un animal précis. On est tous des garous, en fait, en quelque sorte.
Et là, le maître du jeu nous avait dit que c'est lui qui choisirait en quel animal on allait se transformer. Et en plus, il nous avait précisé, je le ferai par rapport à votre caractère, parce que je vous connais bien. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, toi, tu te transformeras en ours. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah voilà, les livres d'ours, très Et bien. voilà, ça a été. OK, c'est vraiment ça, l'histoire derrière. C'est Ben ça. écoute, des fois, il y a des raisons bien simples pour des questions qu'on peut se poser depuis un certain temps, et je suis quand même content de connaître l'origine de tout ça. Mais oui, Hurlement, en fait, je connais, mais ça n'a jamais été distribué au Québec, malheureusement, mais je connais la réputation que le jeu possède. Fait que, on y va avec une prochaine question. Euh, OK, oui, celle-là, j'espérais aussi l'avoir. Entre le français et l'anglais, parce que tu publies dans les deux langues. Tu publies en français et en anglais. Est-ce que tu t'adaptes dans ta façon de procéder, d'écrire, de concevoir d'une langue à l'autre? Parce que tu as des jeux qui sont uniquement en français, comme Stricia par exemple, alors que tu as des jeux qui sont présentement aussi uniquement en anglais. Est-ce que tu as une approche un peu différente? Comment tu vois ça? Alors, au niveau... parce qu'on m'a souvent posé la question, et en fait, j'étais obligé moi-même d'y réfléchir Mhm. pour avoir la réponse. Que je me suis posé la même question que toi, en fait. Parce que, ce qui prouve qu'on est assez nombreux dans ma tête, quand même. Mais l'idée, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que très souvent, ça va dépendre des sources, en fait, OK. de ce qui m'a inspiré pour créer le jeu. Et très souvent, parce que du coup, je lis et je regarde aussi beaucoup de choses en anglais, et quand la plupart de mes sources sont en anglais, bah, naturellement, quand je me mets devant l'ordi, je me mets à taper, là, je me mets à taper mon texte en anglais. Pour Streetcha, par exemple, là, par contre, beaucoup de mes sources, c'était des livres d'histoire en français, et plus un podcast français qui était 2D6 plus cool, qui avait fait un petit actual play qui s'appelait La Spadarossa. Et en même temps, j'avais aussi lu un setting qui s'appelait Le Consulat pour le monde du dodécaèdre, écrit par Nicolas Dessau. Ou Dessau, pardon, je suis désolé, je veux pas martyriser son nom de famille. Et donc toutes ces sources-là étaient en français. Donc quand je me suis mis à écrire dessus, bah, le texte m'est venu en français en fait directement. Après, là, dans la manière de travailler, je travaille de la même manière. Mais bon, c'est vraiment les sources beaucoup qui vont orienter la langue dans laquelle je vais rédiger le jeu en fait. OK. Oui, c'est vraiment intéressant. Ça aussi, j'étais curieux de savoir. Puis, à ce sens-là, puisque, comme tu le mentionnes, Tricia, c'est un peu on référence beaucoup sur les ouvrages français que tu as pu lire en français. Ça demeure que je pense que c'est ton livre qui possède le plus de suppléments. Alors que tu as beaucoup de jeux qui ont un ouvrage de base qui est le plus important et qui est essentiel et qui est complet pour pouvoir jouer au jeu. Mais Stricia possède, je pense, jusqu'à 8 ouvrages, quelque chose comme ça de plus. Oh non, pas tant que ça, pas tant Pas que ça. huit, pas tant que ça, huit? Il y en a quatre, il y en a quatre en tout. Quatre? Mais Quatre? voilà. Puis Et après, en plus, ce sont des petits ouvrages parce que tu vois, ils font ouais, 64 pages chaque. Mais en fait, alors l'idée des suppléments derrière Street Chat, c'est que je me suis dit que j'en ferais. C'était un peu mon laboratoire de savant ok. fou. C'est-à-dire que, bah, par exemple, au tout début, quand j'avais fait Street Chat, j'avais pas forcément, tu vois, j'avais écrit pas mal de jeux, mais pas forcément beaucoup d'aventures. Donc, le premier supplément, je me suis dit, eh bah, fais un livre d'aventure. Et je me suis dit, fais un livre d'aventure qui te conviendrait, toi, à ton style en tant que maître. Parce que moi, j'ai généralement besoin de très peu de choses pour maîtriser, en fait. Moi, si tu me colles généralement comment dirais-je, tu vois, un adventure path comme pour Pathfinder, moi, ça me coupe les jambes direct. J'ai pas envie, ça fait trop de choses. À Ça ne gérer, tout me ça, ouais. correspond pas en fait. C'est pas Ouais. pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ça va être l'occasion d'apprendre. Et en même temps, si je me force à écrire un ouvrage là-dessus, ça me fera travailler ça. Après, je voulais écrire, c'était, je crois, Hexenberg. Je me suis dit, je voudrais écrire quelque chose qui se passe pendant un conflit, pendant une guerre, mais sans que ce soit une succession de batailles, de scènes de combat, et de voir comment on peut explorer cette thématique en passant autrement justement que par des scènes que par une succession de combats sans arrêt, pas forcément très intéressante. Et bah, du coup, j'ai écrit Hexenberg pour explorer ça. Après, je voulais faire pareil,
un bac à sable urbain. Et donc à ce moment-là, j'écris la Cité Rouge pour voir comment est-ce que effectivement je peux créer un bac à sable urbain qui, voilà, pareil, qui corresponde à mes envies de jouer et à mes habitudes de maître. Donc voilà, à chaque fois que j'ai envie d'explorer, on va dire une thématique en termes de jeu de rôle et que je peux le faire dans Streetcha, c'est mon laboratoire de savant fou en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de suppléments. Mais j'aime ça comme raison. J'aime ça que ce soit ton espèce de petit test à côté qui te permet un peu de te faire la main sur des styles ou des approches que tu as moins explorées ailleurs. Parce que je pense qu'il y en a aussi d'autres qui sont à venir, je me trompe pas pour cette gamme-là, sur la Oui, trace du pendu et. ouais, sur la trace du pendu, ça c'est pour écrire une campagne pour le coup. Alors comment est-ce qu'on peut écrire une campagne tout en n'étant pas complètement dirigiste? Ça c'est quelque chose que j'avais envie de travailler. Est-ce que je vais réussir? Ça sera pas à moi de le dire. Et un autre sur les jeux de pouvoir, mais sur les hautes sphères du pouvoir. Donc ça, ce sera Éminence Grise. Et comment est-ce qu'on peut jouer ça dans un jeu de rôle sans que ça devienne un jeu de plateau non plus, qui dit pas son nom. Comment tu peux intégrer les personnages joueurs dedans. Donc ouais, je pense que je vais bien me prendre la tête dessus, a priori. Ça va être bien. Ok. Et j'en profite pendant qu'on est justement sur ce sujet-là, parce que c'était pas dans mes questions écrites, mais je serais quand même curieux de connaître un peu le processus derrière, alors que beaucoup de tes jeux ont justement des tangentes qui sont très, on peut dire, OSR ou NSR, des jeux basés sur Cairn, sur Into the Odd et tout ça. Mais la Stricia, c'est beaucoup du 2D6 qui fait beaucoup penser à un PBTA, par exemple, sans nécessairement les actions qui viennent avec. Est-ce que ça a été quoi un peu l'idée derrière de vouloir plus orienter vers une action 2D6 avec des niveaux de réussite, en quelque sorte? Alors, les 2D6, pour le coup, ça vient de... C'est même plus ancien, ça vient de Traveler, en fait. Ok, un peu comme ton Voilà, t-shirt. voilà, Exactement, oui, exactement. c'est ça. Et voilà, qui est un jeu que j'ai après aimé dans le temps, en plus, que j'ai pas aimé tout de suite. Mais enfin, bon, bref, peu importe. Et alors, les PBTA, j'ai une relation un tout petit peu étrange avec eux. Parce qu'à la fois, j'aime beaucoup, à la fois, je déteste, en fait. Mhm. Et il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi. Et c'est aussi un peu ce que j'ai exploré avec Streetcha. Mais enfin bon, je vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est pas forcément très intéressant. Mais Non, non, mais je suis curieux, par exemple. Je suis curieux de savoir les oui, raisons pourquoi, par exemple. Oh oui. ah Oh oui. typiquement, il y a alors deux expériences. Tu vois, il y a un jeu PBTA que j'aime beaucoup qui s'appelait le Bedlam Hall. Oui. Euh, Ouais, 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 voilà, ouais. qui est enfin déjà qui est un régal à lire en plus et à jouer, qui est très sympathique. Et du coup, j'ai voulu comprendre pourquoi ça avait fonctionné et pourquoi j'avais aimé ça. Et parce qu'il y avait tout ce qui faisait la force des jeux Powered by the Apocalypse. C'est-à-dire que moi et mes joueurs ont... Alors bon, pareil, très rapidement pour les spectateurs, Bedlam Hall, début du XXe siècle, on joue, on va dire, l'équipe de domestiques d'une famille qui généralement fait n'importe quoi, dans le sens où c'est soit des sectateurs, des cultistes de Cthulhu, Hmm. qui se mettent à invoquer des choses pas possibles, et en gros on joue l'équipe de domestiques qui essaye de les sauver à tout prix, de faire n'importe quoi. Donc c'est un côté très humoristique, euh, et la mécanique du jeu PBTA est parfaite dans le sens, ni moi ni mes joueurs, on connaît forcément très bien, tu vois, que sont les usages que tu peux avoir entre des domestiques et une famille bourgeoise au début du XXe siècle. Tu vois, si t'as pas fait d'histoire, si t'as pas regardé tout Downton Abbey, peut-être que t'en sais trop rien. Mhm. Et là, le principe des PBTA avec ce qu'on appelle les moves, quoi qu'il arrive, tu sais que pendant ta partie, tu vas rester dans cette thématique-là, en fait. Les joueurs vont pas partir dans tous les sens et on va pas faire quelque chose qui ne correspond pas à la thématique du jeu. Et du coup, ça fonctionne très très bien. On a des situations vraiment hilarantes et c'était très bien rendu. Et ce qui est super. Le problème, c'est que quand tu appliques cette même mécanique, pour moi, je veux dire en tout cas, et pour mon groupe, quand tu appliques cette mécanique à un univers que tu maîtrises très bien, par contre. Et là, tu as l'impression d'avoir un système de jeu. Tu vois, comme ces gens qui sont en voiture avec toi, tu conduis, ils sont tout le temps en train de critiquer ta manière de conduire. Oui. Ça m'a donné toujours cette impression. Là, j'ai un ami qui nous a fait une campagne
Dungeon World. Oui. Et ça a été une purge, en fait. Ça a été une purge tout du long, parce que on avait l'impression que nos feuilles de personnages et le système de jeu passaient leur temps à nous gueuler dessus. C'est comme ça qu'il faut jouer pour obtenir cette ambiance-là. Et nous, on était là, en fait. Non, mais on sait, en fait. On n'a pas besoin que tu nous le dises. Et donc, tu vois, il y a ce qui fait la grande force des PBTA. Ça peut aussi être éventuellement, je pense, pour des gens comme moi en tout cas, parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas un avis universel sur la question, mais je pense que c'est peut-être parfois ce qui peut créer une situation de rejet chez, chez certains joueurs, je pense. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles ça a tellement polarisé les gens à un moment, alors que c'est un système qui est très très bien fait, qui est très efficace quand il est décliné correctement aussi. Mais voilà, je pense que, en tout cas, j'ai trouvé les raisons pour lesquelles ça pouvait fonctionner pour moi et les raisons pour lesquelles ça pouvait ne pas fonctionner pour moi. Voilà. Mhm. Et donc, est-ce que tu sentais que tu avais un blocage au niveau plus des... parce que, par exemple, si on prend exemple Stricia, même si tu le mentionnes comme étant plus orienté de traveler, il y a quand même l'idée des niveaux de réussite et tout ça, mais il n'y a pas nécessairement les moves. Quelque chose qui est souvent très typique au PBTA, les espèces d'actions qui sont très cadrées. Là. Est-ce que c'était quelque chose qui te bloquait plus à ce niveau-là ou tout simplement tu trouvais que c'était pas nécessaire dans le contexte de ton jeu? Alors, c'était pas nécessaire dans le contexte du jeu. Alors, bon, c'est-à-dire, du coup, là, on va partir. Attention, tu m'entraînes sur des réflexions de game design. C'est correct. On va aller loin. C'est bien correct. Mais l'idée, en fait, ce qu'on parlait par rapport au BBTS, c'est, on va dire, il y a deux façons. Enfin, c'est pas il y a deux façons, c'est moi, je vois pour l'instant deux façons d'envisager des règles. C'est soit tu essaies de émuler un genre précis, c'est-à-dire tu veux que ta partie se déroule vraiment, ça respecte vraiment l'univers, et donc tu crées tout un système qui va pousser, canaliser les joueurs dans cette direction-là. Ce qui, encore une fois, est très bien. Par exemple, Bedlam Hall est extrêmement efficace pour ça. Ou est-ce que tu vas créer un système de jeu qui va plus être... J'ai vu quelqu'un qui a utilisé ce mot-là, je crois, sur Blue Sky, je trouvais la formule très bien, qui est plus une invitation. Et Street Chat, pour moi, je voulais inviter les gens à jouer dans un univers précis, avec des règles précises, mais je voulais pas non plus leur donner l'impression de les confiner dedans. Je cadrais le jeu, on va dire, je cadrais l'ambiance du jeu par la création de personnages beaucoup, Mhm. par la thématique du jeu beaucoup, mais je voulais pas que ce soit inscrit dans les règles, par contre. Ouais, je La seule comprends. chose que je voulais d'inscrire dans les règles, c'est que le combat était dangereux et mortel. Ouais. C'est la seule chose que je voulais être. Et le reste, ça venait vraiment beaucoup de l'ambiance apportée ouais, par les scénarios aussi, par les thématiques des scénarios. Voilà, c'est que souvent, je pense, en jeu de rôle, pendant le game design, il y avait une approche qui était souvent de dire on veut à tout prix créer de l'émulation parce que je veux créer un genre précis. Mhm. Ce qui peut être très bien, mais cette émulation, elle peut être créée de plein de façons différentes et pas uniquement que par des règles. Juste si tu écris un scénario correctement, tu peux obtenir quelque chose d'assez précis en fait. Un Oui, exemple oui, très oui. connu, c'est que bah, typiquement, tu vois un jeu comme Delta Green, Oui, un système extrêmement traditionnel, oui. vraiment, à part peut-être deux ou trois choses, mais les scénarios de Delta Green, ça ressemble absolument à rien d'autre, quoi. Mhm. C'est pas quelque chose que tu peux trouver ailleurs. Et eux, ils réussissent à rendre leur ambiance par ce biais-là. Donc je trouve ça intéressant d'avoir toutes ces pistes à explorer. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, mais j'aime bien les explorer toutes, du coup, on va dire. Mhm. Non, Voilà, non, désolé, la écoute, réponse est un peu longue. non, 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 je trouve ça vraiment intéressant. Puis, écoute, je te rejoins parfaitement sur le fait que il y a des aventures, justement, des modules qui vont être capables d'émuler ou de sortir un thème précis et que c'est indépendant au système de jeu en soi. Là. Je veux dire, il y en a beaucoup qui, juste dans le monde OSR, il y en a tellement là, des aventures qui vont explorer des thématiques qui sont complètement surréalistes, alors que le système de jeu est old school essential, mais l'aventure en soi se déroule dans un univers post-apocalyptique sur l'acide. Là, fait que donc, il y a aucun. Je comprends très bien ce que tu veux dire et j'apprécie beaucoup la réflexion autour. J'étais curieux d'avoir justement l'avis concernant Stricia. Et on peut y aller avec une prochaine question, si tu me permets. Avec plaisir. Euh, ok. Euh, ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a. Oh, un chaton.
Je viens de Oui. penser. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que de sauter dans l'auto-édition? Alors, tout simplement, j'en avais déjà parlé ailleurs, je crois, une fois. Alors, tout simplement, en fait, moi, les métiers que j'exerçais avant étaient beaucoup liés à l'écriture. En gros, pendant 10 ans, j'ai fait de la critique de jeux vidéo OK. dans des magazines papier. Après, j'ai travaillé dans une petite boîte de communication. Donc, il y a toute une partie on va dire, de ma carrière professionnelle. Ça consistait à être dans des réunions où on passait 2 heures en réunion pour qu'à la fin, quelqu'un nous dise il faudrait plus de jaune sur la couverture. Mhm. Et je n'avais absolument pas envie. Et tu vois, le jeu de rôle, c'est quelque chose que je faisais pour moi, pour me faire plaisir. Et donc, dès le départ, pour moi, alors bon, après, il y a eu autre chose en parallèle, c'est qu'à partir du moment, donc tu vois, mon premier jeu est sorti en 2008, et juste avant, j'avais pas mal surfé sur le forum de la Forge. Oui. Donc voilà. Donc très rapidement, voilà, beaucoup de game designers ont commencé à travailler là-bas. Et l'idée, c'était de se poser plein de questions sur le game design, sur comment on écrit les jeux de rôle. Bon voilà, on va pas refaire un résumé là, mais surtout l'idée qui était beaucoup avancée à l'époque, c'est vu que les moyens de publier c'était beaucoup démocratisé. À cette époque-là, Lulu venait de faire son arrivée avec l'impression à la demande. Donc on pouvait vraiment se lancer dans la publication de ses propres jeux sans être obligé d'hypothéquer sa maison ou de vendre le rein de sa grand-mère. Mhm. Et donc du coup, bah voilà, conjointement, je me suis dit, bah finalement, je peux faire ça. Et j'aurai personne sur le dos pour me dire ce que je peux faire, pas faire, les thématiques que je peux aborder, pas aborder. Je suis pas obligé de passer par un comité de rédaction. Je peux faire ce que je veux. Ce qui veut absolument pas dire que travailler avec un éditeur, c'est mal ou quoi que ce soit. Je veux prévenir ça tout de suite. Travailler en indépendant, du coup, il y a d'autres écueils aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, voilà, tout de suite, ça s'est imposé, c'est un choix qui s'est imposé de lui-même, presque, j'ai envie de te dire. OK. Et ce serait quoi disons, on va dire le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette grande péripétie? Oh bah faites-le, surtout. Oui. Faites-le. Arrêtez d'hésiter. Faites-le. Et encore une fois, oui, peut-être que le premier jeu ou le premier scénario que vous sortirez sera pas très bon. C'est pas grave. Il faut le faire quand même. Parce que le Mhm. deuxième, vous allez vous améliorer, le troisième aussi. Et il y a tellement peu de barrières à l'entrée maintenant que vraiment, n'hésitez pas. Et c'est surtout, alors bon, par contre, voilà, si vous voulez vous lancer en indépendant, voilà, donc il faut se renseigner un peu sur, voilà, comment est-ce qu'on fait une maquette, comment est-ce qu'on crée un document. Enfin voilà, c'est pas des choses non plus. On n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de construire une navette spatiale. Hein. Vous pouvez commencer par faire des zines, vous pouvez commencer par faire uniquement des PDF. Voilà, mais surtout, lancez-vous. Même si vous dites, mais ça fait que 4 pages, bah sortez un truc de 4 pages. Ça n'a aucune importance. Mais surtout, lancez-vous, en fait. Il n'y a Ouais, pas ben, d'hésitation à ouais. avoir du tout. Ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir le faire, justement. C'est ça. Non, non. Et surtout, ah si, voilà, peut-être un conseil, je dirais le plus important, ne le faites pas en espérant un résultat quelconque, en fait. Ce que je veux dire par là, ne le faites pas en vous disant bah, je vais faire un financement participatif et je vais avoir 2000 participants et il n'y en a que 15 et vous êtes déçus et vous êtes persuadé que vous êtes nul et que ça fonctionnera jamais. Voilà, je crois que c'était Alan Moore, le scénariste, qui disait les plus belles créations sont celles qu'on fait gratuitement dans le sens dont on n'espère rien en retour. En fait. Mhm. Après, si vous avez travaillé et que vous pensez que vous méritez d'être payé pour ce que vous avez écrit, vendez-le aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire du gratuit sous prétexte que c'est que c'est votre première création aussi. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Donc voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas honteux de demander de l'argent pour quelque chose que vous avez passé du temps à faire. Voilà. Après, Très bon n'attendez pas conseil. forcément, voilà. Après, voilà, n'attendez pas forcément, voilà, la gloire. C'était, tu sais, je pense, un auteur de jeux de rôle que tu connais, que tu aimes bien aussi, qui est Gabriel Quiroga, Oui, qui a ben écrit oui. Warpland, voilà, Hell Oui. Knight. Il avait expliqué les choses, j'aimais beaucoup sa manière de présenter les choses. Il fait, quand tu es auteur de jeux de rôle indépendant, c'est un peu comme les groupes punk. Quand tu es sur scène,
la plupart des spectateurs, c'est les autres groupes punk qui vont jouer après toi, en fait. Oui, 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 C'est un oui, tout c'est petit exactement. milieu, en fait. Oh, Il oui, y a pas beaucoup d'autres mondes autour. Donc voilà, une fois que tu es préparé psychologiquement à ça, voilà. C'est oh, oui, juste, faut pas y aller en espérant, ah, je vais en vendre 2000 et tout va bien se passer, ça oh, va oui. être génial et voilà. Au mieux, tu auras peut-être un single qui va bien fonctionner, tu vois. Moi, c'était le Black Sword Hack et voilà quoi. Oui, je comprends très bien. Ça me fait penser à c'est une petite BD de quelqu'un qui est justement dans un comptoir de zine et il va acheter un zine à 5$ à un collègue, puis il va se rasseoir à sa place et son collègue va à sa table à lui pour lui donner 5$ pour acheter son zine. Et c'est juste comme, c'est un échange comme ça de procédés. Puis je comprends ça, mais en même temps, je trouve que c'est très stimulant. Je trouve ça stimulant de voir des réactions de personnes que je trouve déjà talentueuses par rapport à un produit Mm. que je peux sortir. Je trouve que y a rien de plus beau. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. Avec plaisir. Oui, alors oui, c'est drôle parce qu'on est dans un sujet connexe. Tu as fait mention de Black Sword Hack, qui est possiblement, je crois, à moins que tu me dises le contraire, ton jeu qui a le plus fait parler, qui a le plus moussé et tout ça. Tu l'as sorti avec, on dirait en collaboration avec les Merry Mushmen pour une version augmentée, du moins en visuel et tout ça, puis un peu plus de contenu à l'intérieur. Et je serais curieux de savoir, ça a été quoi le processus? Comment est-ce que tu as fait pour te joindre à eux? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Est-ce que c'est toi qui leur as parlé? Est-ce que c'est au bout d'un échange quelconque? Comment ça a été, Ah, comment ça a pondu? alors, il m'avait contacté au début, c'était pour le magazine Knock, Ok, ouais. voir s'il pouvait récupérer, je crois, un vieil article de blog que j'avais écrit. J'aurais dit oui, bien sûr, et ils m'ont dit, bah, si tu veux écrire d'autres choses pour Knock, et donc j'ai sorti quelques articles dans Knock 2 et Knock 3. Et je crois, au moment où ils étaient en train de travailler sur Knock 3, ils m'ont juste envoyé, ils m'ont contacté par mail, ils m'ont dit, bah écoute, on a lu le Black Sordak, on a bien aimé, est-ce que ça te dirait qu'on en fasse une version un peu augmentée? Et donc j'ai fait semblant d'hésiter pendant 3 secondes, tu vois. J'ai fait, bah oui, bien sûr. Et voilà, et donc bon, après on a juste échangé. Donc c'est encore une fois par rapport à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure. C'est là par contre où c'est vrai que c'est sympathique de travailler avec, pas forcément avec, on va dire, un éditeur, mais avec d'autres gens. Parce que du coup, tu as Mhm. un retour sur ce que tu as écrit vraiment. Et là, ils m'ont dit, écoute, on a beaucoup aimé ton jeu, mais c'est vrai que ce serait sympa. Est-ce qu'on pourrait pas ajouter ça? Est-ce qu'on pourrait pas ajouter ça? Est-ce que ça, tu penses pas que ça manque? Tu vois, c'était des retours très, très constructifs. Parce que je crois que par rapport à la première édition, j'ai 40% de texte en plus, je crois, facilement. Ok. Et donc bah du coup c'est pour ça que voilà, ça a aussi bien fonctionné aussi. C'est parce que bah, Olivier il a fait une maquette de fou furieux, l'illustrateur qu'ils ont trouvé, bon voilà, Goran Gligovic, si je dis pas de bêtises, il a fait un travail de fou quoi. Donc forcément tu vois le résultat final, t'es là, ah oui quand même c'est sympa en fait. Voilà. Donc ça C'est c'est cool d'avoir son jeu avec un visuel comme ça, ouais. Oh, oui. ouais. Et pour la toute petite anecdote, en fait, c'est donc un des Mushmen en fait qui avait arrêté le jeu de rôle pendant un moment. euh, Ce qu'il m'avait dit, en tout cas à l'époque, c'est que quand il s'est remis au jeu de rôle, il s'était remis avec Tranchon et Tracon, qui est un des tout premiers jeux que j'avais sorti Ouais. il y a fort longtemps maintenant, mais il s'était remis avec ça en fait, au jeu de rôle Ok. avec ça au départ. Et c'est comme ça qu'en gros, il m'avait contacté aussi par ce biais-là, quoi. Et pour l'anecdote aussi également pour Black Sword Axe, ça demeure le jeu des Merry Mushmen en publication chez eux, on va dire la nouvelle version, qui est sortie également aussi en français parce que la demande était là. Et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait justement un tel enthousiasme ou une telle demande pour une version francophone du jeu? Je t'avouerais que non, effectivement. Je m'y attendais, non. Je m'y attendais pas du tout. Parce que, bah, encore une fois, tu vois, moi, je suis tellement habitué à être, comme tu dis, tu vois, à être le gars qui échange des jeux de rôle avec l'autre gars qui publie des jeux de rôle, tu vois. Euh, Tu vois, fondamentalement, parce enfin, faut rester réaliste. Tu vois, si tu vas dans n'importe quelle boutique de jeux de rôle, que ce soit au Québec ou en France, et que tu dis, est-ce que vous avez entendu parler de Kobayashi? Tu vois, 9 fois sur 10, les gens vont te répondre, mais de qui tu parles, en fait? Je Mhm. ne comprends pas de qui tu parles. Donc oui, c'était assez étonnant. Mais par contre, bon, encore une fois, ça a aussi prouvé malheureusement
Ce qui a permis l'édition française, c'est le succès de l'édition anglaise. Parce que sinon, juste la version française, d'un point de vue purement économique, ça n'aurait pas été viable du tout, en fait. Même avec le financement qui Ouais, avait été même fait. avec le financement, c'était... voilà, ça a été... L'idée, c'était de ne pas perdre d'argent, en fait, OK. fondamentalement. Mais OK. voilà. Après, voilà, tout le monde a été payé très correctement, parce que les Merry Matchmen sont très très corrects là-dessus. Mais ouais, c'est pas. S'il était sorti qu'en français, ça n'aurait pas fonctionné. On a pu se le permettre parce que la version anglaise a très très bien fonctionné en fait. Et est-ce que justement cette espèce de limitation en français du moins, est-ce que c'est plus causé par le coût de production ou plus par la quantité de personnes qui pourraient être intéressées vu que c'est un plus petit bassin qu'en anglais? Oui, la quantité. Parce que bah, tu vois, bah, typiquement le Black Sword Act, alors que tu vois, il y a eu beaucoup de retapes. Tu vois, Sandy Julien, on a dit beaucoup de bien partout dès qu'il a pu. Même à l'époque, Rollis TV avait fait un truc dessus. On en a parlé dans le forum. Il y a eu, je crois, 500 personnes, je crois à peu près, si je dis pas de bêtises, pour le financement participatif. Pour la version anglaise, il y avait 3000 personnes. Mhm. Donc, voilà, c'est aussi une des raisons aussi pour lesquelles j'écris aussi beaucoup en anglais, parce que, bah, bien entendu, le public est pas le même, et surtout on va dire par ricochet, le fait d'écrire en anglais ouvre en fait quelque part mes productions à d'autres pays aussi. Par exemple, j'ai un jeu Ouais, qui n'a pas forcément très bien fonctionné en français, qui était Rats in the Walls, oui. mais qui a fait un énorme carton en Espagne en fait. Tu vois, j'étais pas. Je fais, ah bon? Parce que j'avais été contacté par un éditeur espagnol qui me dit ouais, mais est-ce que tu veux pas? Je fais bon, oui, oui, bien sûr. Et en fait, ils ont sorti une version en gros bouquin. Là, ils ont sorti une campagne en coffret, une deuxième édition. Ouais, oui. Ah Ah oui, non, ouais. mais truc de fou, quoi. J'étais invité à une convention en Espagne. Enfin, tu vois, c'est une convention vis-à-vis de genre Georges Martin et compagnie. Donc, tu vois, moi, ils m'ont contacté au départ par mail. Je pensais que c'était une blague au départ. Je disais, non, mais vous êtes sûr que vous parlez au bon Kobayashi? Parce que ils m'ont dit, non, mais viens et tout. Et ils ont publié Extinction et aussi, ils ont traduit pas mal de trucs que j'ai fait. Et ouais, j'étais vraiment étonné, en fait, quoi. J'étais vraiment OK. étonné, je suis arrivé, il fait ah ouais, on est complètement fan. Et si j'avais pas sorti le jeu en anglais, ce serait pas arrivé en fait. OK. Donc j'ai même une version hongroise qui est sortie, c'est pour te dire. Oui, ah oui, OK. Et en fait, je suis quand même intéressé, mais est-ce que tu considères que on va dire que peut-être pas nécessairement l'approche, mais du moins, soit les mécaniques ou ta façon de procéder, ta publication, le format de tes ouvrages, ou même peut-être aussi les suivis de gamme, sont peut-être un peu moins on va dire, disons, en pamoison ou disons, en cohabitation avec ce que les Français consomment habituellement en matière de jeux de rôle? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je pense aussi, oui, oui, je vois très bien. Parce que, ouais, effectivement, bon, on va pas se le cacher, tu vois, quand moi je sors mes bouquins tout seul, c'est du do it yourself. Donc, on va dire, voilà, pour être poli, on va dire que mes livres sont lisibles, on va dire. Voilà. Ouais. Ils cherchent pas à être jolis, ou, voilà. J'essaie d'être efficace et clair, et sans trop me lancer dans des fioritures que je ne saurais pas faire. Et c'est vrai que généralement, c'est une généralité, parce que j'ai aucune donnée pour vraiment prouver ce que je dis, mais j'ai l'impression que le monde anglo-saxon est beaucoup plus ouvert à ce genre de création-là, alors que j'ai l'impression que tu as en tout cas une partie du public, en tout cas français. Au Québec, je sais pas, pour le coup, tu me diras ça. Mhm. Mais tu vois, des gros ouvrages avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'illustrations, voilà, quelque chose des produits très finis, très terminés, alors que cette espèce de culture un peu do it yourself, un peu punk, est encore plus présente dans les pays anglo-saxons. J'ai l'impression, en tout cas, tu vois. Mhm. Et je pose la question. Mais en fait, pour répondre à ta question avant, au Québec, c'est très, ça demande qu'on est très, très orienté, je pense aussi là-dessus, parce que c'est aussi sur l'accessibilité des ouvrages et malheureusement, en fait, ce qui est le plus, pas malheureusement, ça dépend du point de vue, là, ce qui est le plus vendu au Québec, ça demeure que c'est encore Donjon Dragon, là, c'est encore, c'est ça qui fait vendre et tout ça, et c'est ça. Et ainsi, on s'attend à un niveau de qualité de cette, on va dire, de visuel
à ça environ, parce que je me rappelle qu'à une époque, je sais pas si je me rappelle pas si on se connaissait, si on s'était parlé depuis, mais j'avais participé à un magazine qui s'appelait Déjà Mort, qui avait été publié par Jacob Oui. Gladu au Québec, et Mm. il y avait des gens qui étaient aussi très critiques sur le fait que c'était le prix de l'ouvrage et tout ça. Fait que au final, on dirait qu'il y a un niveau d'attente quand même assez élevé par rapport à ce qui est vendu énormément au Québec, mais je serais curieux en fait d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que ça a peut-être un lien avec le fait que la majorité des gammes qui sont très popularisées justement en francophonie ne sont pas nécessairement très ouvertes à la publication tierce, qui est justement très do-it-yourself? Alors que par rapport Oui. à des jeux anglais qui sont très ouverts là-dessus, je pense que mon Mothership, je pense Shadow Dark, Mm. prochainement en français, Troika, etc. C'est des choses que n'importe qui peut prendre et changer un peu et modifier puis sortir quelque chose disponible sur Itch.io, le rendant ainsi disponible à tout le monde et Mm. avec sa propre saveur et son propre visuel. Non, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de. J'ai pas l'impression qu'effectivement il y ait beaucoup cette approche-là. Alors après, tu vois, j'ai l'impression aussi dans le monde francophone, à chaque fois que tu as on va dire des grosses sorties, c'est toujours par contre des univers très très marqués, tu vois. C'est Ouais, pas vraiment des jeux génériques, c'est des settings très très ouais. poussés et du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de, oui, peut-être une frilosité à ouvrir, on va dire, sa création au public, un genre, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont faire avec ma Ouais, ouais, ouais. création, tu vois. Ouais. Ce qui effectivement est un peu dommage parce que effectivement ça ferme complètement la porte. Quelque part, c'est ce qui fait vivre des communautés aussi, quoi. Enfin, il y a pas longtemps, tu as Mhm. fait une émission sur Morgborg, que j'arriverai jamais à prononcer correctement, mais c'est pas grave, Mhm. où il y a vraiment une espèce de pléthore de produits, de bouquins qui sont sortis dans tous les sens, et c'est, je trouve, ça qui est vraiment donc, je suis désolé, je vais encore faire une petite dérive sur C'est des correct, réflexions c'est bien personnelles, correct, c'est bien correct. mais parce que bon, il y a pas longtemps, on m'avait posé la question, c'est quoi le game design? Et voilà. Et du coup, j'avais été obligé de bricoler une définition qui tienne à peu près la route. Et j'étais parti du principe que le game design, en tout cas dans le domaine du jeu de rôle, c'est de créer les outils qui nous permettent de présenter et d'expérimenter un univers fictif. Voilà. Mhm. Voilà, plein de trous et tout. Et le corollaire de cette définition-là, c'est que les jeux de rôle sont aussi une forme d'art, en fait. Mhm. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas pour dire qu'on est des artistes et qu'on est géniaux, c'est juste l'art, c'est exprimer son imagination via un médium précis. Nous, le médium qu'on a choisi, c'est le jeu de rôle. Donc, et dans le jeu de rôle, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on fait de l'art quand on écrit un livre de jeu, mais les gens qui font une partie de jeu de rôle expriment aussi leur imaginaire via le jeu de rôle. Donc, faire une partie de jeu de rôle, c'est aussi faire de l'art. Donc pour les gens qui se demandent pourquoi est-ce que des gens regardent des actual plays, c'est pour ça. C'est la même raison pour laquelle on va voir des tableaux qu'on écoute une chanson en fait. Euh, et tout ça, et la beauté du jeu de rôle, c'est qu'on crée cette émulation en fait. C'est qu'on n'est pas Mhm. que spectateur, c'est qu'on crée ça. Et c'est vrai que cette espèce de barrière qu'on crée vraiment en gros, entre éditeur et consommateur, fondamentalement. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que je pense que toi et moi, une des approches qu'on préfère, c'est quand tout ça se mélange, en fait. Oui, effectivement, oui. Voilà, quand tu crées une espèce d'émulation à ce niveau-là. Mais je pense que tu as raison, il y a peut-être ouais, une espèce de frilosité, en tout cas dans le monde francophone, en tout cas en France, c'est sûr, sur cette idée de partage des créations. Ouais. Mhm. Beaucoup, Ben, beaucoup. je- en fait, peut-être que peut-être qu'il va y avoir un changement de paradigme ou on dirait d'habitude avec des ouvertures sur par rapport à Shadow Dark justement qui est sorti, qui va sortir en français ou même encore Morborg qui était aussi annoncé en français. Et comme on dirait qu'il se passe quelque chose, là, des projets plus justement OSR qui sont basés sur des systèmes avec des licences communes ou des licences partagées qui s'ouvrent et qui peuvent peut-être offrir plus de possibilités en matière de création venant de la part de personnes indépendantes qui aimeraient pouvoir explorer tel système et partager ce qu'ils ont fait, mais que de prime abord, ils ne peuvent pas parce que ben, ils n'ont pas nécessairement l'autorisation. Et je sais Oui, que c'est déjà arrivé. J'ai vu des gens qui m'avaient fait mention comme quoi il y avait eu
qui avait sorti des suppléments, tu sais, je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas non plus de gamme, mais qui avait sorti des suppléments pour un jeu qui était en français, puis c'était en format Pay What You Want, tu sais, on pouvait payer ce qu'on voulait, et qui avait été contacté par l'éditeur pour se faire dire d'enlever ces suppléments-là parce que ça pouvait faire mauvaise figure à la gamme, ma gars. Rendu là, je pars pas sur un débat là-dessus, là, parce que sinon je vais m'enflammer, mais écoute... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, oui, enfin, voilà, c'est, comment dire, c'est dommage, on va dire. Il y a des Oui, occasions qui sont un peu perdues, je pense. Voilà. oui, effectivement. On aurait le temps pour une dernière question, si tu me permets. Mhm. Parfait. Avec plaisir. Dernière question qui, en fait, n'est pas vraiment, c'est pas une question que je pige au hasard, c'est une question que je prévois, que je prépare souvent afin de conclure le tout. Je serais curieux un peu de savoir qu'est-ce que Alexandre Kobayashi prépare dans les prochains mois, prochaines années? Qu'est-ce qui est en approche? Alors là, je suis tombé un moment, enfin comme tout le monde, tu vois, j'ai regardé Andor et j'ai beaucoup aimé la série, tu Oui, vois, la série télé, voilà. Et du coup, je suis tombé un peu dans un trou Star Wars. Et là, alors très rapidement, je vais pas faire de financement participatif pour ça, je vais le sortir sous forme de zine. Je vais, je sors un jeu avec les règles d'Into the Odd, où en gros, tu joues des personnages qui ne sont absolument pas des Jedi, où tu vas en gros trancher ta trajectoire au sein de la galaxie. Donc en gros, voilà, ça n'a rien à voir avec Star Wars, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, mais ouais, ouais, l'idée, ouais, je voilà. comprends. Petit jeu très court, très simple, voilà, pour jouer des chevaliers de l'espace, avec peut-être, j'imagine, 2 autres déclinaisons derrière, mais ça très court. Je pense que ça va être 3 livrets de 48 pages. Ensuite, bah, y a le setting science-fiction plus Lovecraft, on va dire. Ouais, Ensuite, bah, la liste est assez longue en fait, donc ça va dépendre dans quel sens tout ça va se faire. Surtout qu'il y a des projets qui à un moment sortent de nulle part aussi. Mais donc il y a toujours Dark Leningrad que j'aimerais faire. Il y a Unlikely Gentleman aussi, ça c'est un jeu steampunk. Enfin bon bref, logiquement mon planning est plein pour les 2 prochaines années, je pense. Donc ok. voilà. Et un Ben, jeu très avec chouette. les Mushmen aussi, qui est déjà, bah, qui lui pour le coup est déjà écrit, mais voilà, qui je pense, je veux pas donner de date parce que même eux, ils ont beaucoup de choses à faire, mais voilà, il y a un jeu à sortir. Bon, on en a déjà parlé sur la Deuxième Guerre mondiale, où on Oui. joue des agents du SOE, les services secrets britanniques. OK. Voilà. Ben écoute, très, très cool, merci. Ça a été super intéressant en fait de parler avec toi, Alexandre. Puis c'est sûr que je pense que j'aimerais pouvoir te réinviter, mais pas dans le contexte d'un montée de niveau, mais plus dans le contexte justement de juste échanger sur le game design en soi. On dirait qu'il y a plein d'autres questions, plein d'autres interrogations que j'ai dans ma tête que j'ai pas pu te lancer lors de cette première rencontre, mais ça a été un réel plaisir. Ça a été un réel plaisir. Et j'aimerais un peu pour les gens qui nous écoutent que tu mentionnes où est-ce qu'on peut trouver tes ouvrages et où est-ce qu'on peut te suivre. Alors, mes ouvrages, vous allez pouvoir les trouver sur Drive-Thru RPG. Mhm. Forcément, les livres de l'ours, tout simplement. Sinon, bah, les réseaux sociaux, je suis assez nul là-dessus, mais je suis Alexandre Kobayashi sur Facebook et Kobayashi sur Blue Sky aussi, je crois. Je me souviens même plus de mon nom sur Blue Sky, voilà, c'est vous dire à quel point j'en suis. Et sinon, j'ai aussi une boutique Les Livres de l'Ours sur lulu.com. Donc, si vous tapez Lulu, les livres de l'ours dans Google, vous allez tomber dessus. Ça, ce sera ma production en français. Sur Drafro RPG, ce sera ma production en anglais. Voilà. Parfait. Bon, bien, tous les liens que tu m'as mentionnés vont être dans la description de cette vidéo également pour les gens qui sont intéressés. Mais encore une fois, merci beaucoup, Alexandre Kobayashi. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci aux gens qui nous écoutent. Bien entendu, je vous conseille de liker, partager, commenter. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire. Ça me fait plaisir de pouvoir les partager à Alexandre s'il ne les voit pas ou peut-être même qu'il pourra vous répondre lui-même. Ça reste à voir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir.